Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique, fondé par Gérard Marcoux, dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Souleymane Diarra, la responsabilité contractuelle du transporteur aérien en droit malien, contribution à l'étude de l'application des conventions internationales dans un contexte africain, 2021. Mariam Hamzeh Tarchi, le droit international de la délimitation des frontières, 2021. Rama Bentirou Matlouti, le droit à un environnement sain en droit européen, dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, 2020. Serge Surin, les travaux préparatoires dans l'interprétation constitutionnelle. Étude d'une stratégie interprétative du Conseil constitutionnel français, 2020. Romain Soustel, réchauffement climatique et droit des brevets. Carcan du pollueur et turbine de l'innovation verte, 2020. Christophe Auger, discours d'un procureur de province illustré et expliqué, 2020. Ariane Connu, la conciliation judiciaire, 2020. André Casadi, l'interprétation du droit pénal au Canada et en France. Entre la lettre et l'objectif de la loi, 2020. Xavier Cabane, dire, livres et manuscrits anciens. Approche juridique, 2020. Avant-propos. Olivier Renaudy. Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du département droit public interne de l'école doctorale. Le présent ouvrage trouve son origine dans un appel à projet élaboré par le département droit public interne de l'école doctorale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lancé à la fin du mois de février 2019, celui-ci visait à encourager l'organisation d'une journée d'études par des doctorants. Deux raisons peuvent justifier cette volonté de programmer ce que certaines universités appellent un colloque doctorant. La première raison est que cela peut donner aux doctorants concernés l'occasion d'éprouver une première expérience en matière d'organisation d'une manifestation scientifique. La seconde raison est que cette formule permet de mobiliser les doctorants, autrement qu'en assistant à des colloques, des séminaires ou des conférences. Autrement dit, il s'agit de les faire passer du statut de spectateur à celui d'acteur de la recherche. L'appel à projet adressé à l'ensemble des doctorants prévoyait un cahier des charges à la fois strict et simple. Le projet devait être conduit par 2 doctorants ou récents docteurs, rattachés au département droit public interne. Il devait porter sur un sujet de droit public et trouver un écho dans plusieurs branches ou champs de celui-ci. Il devait associer des doctorants et des enseignants-chercheurs plus confirmés. Premier du genre, cet appel à projet a rencontré ce que l'on peut appeler un succès d'estime. 3 dossiers portant sur de très beaux sujets ont été déposés. Après en avoir délibéré, le jury a choisi à l'unanimité le projet sur consentement et droit public. 2 raisons peuvent justifier ce choix. La première raison tient à son originalité, notion cardinale du droit privé. Le consentement ne s'inscrit pas en gras dans les travaux de la doctrine publiciste. Et pourtant, elle est au centre de nombreux enjeux contemporains relatifs au droit public. La seconde raison tient à sa transversalité. Directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, le consentement irrigue plusieurs branches du droit public.
le droit international public, le droit constitutionnel, les finances publiques, le droit administratif, le droit de la santé, etc. Sur le fond, il ne m'appartient pas de traiter un sujet que je connais mal. Je souhaite simplement souligner que quelque temps avant la tenue de la journée d'études dont est tiré cet ouvrage, une manifestation scientifique organisée par notre collègue Xavier Dupré de Boulois a porté sur les distinctions en droit administratif. À l'issue de celle-ci, une conclusion s'est imposée, celle selon laquelle certaines distinctions binaires classiques ont un peu vieilli et qu'il pourrait être pertinent d'y substituer la notion d'échelle, appliquée par exemple à la domanialité publique. On peut formuler l'hypothèse qu'un tel raisonnement gagnerait à être appliqué au consentement, qui n'est pas toujours aussi binaire que le droit l'envisage. Peut-il exister une échelle du consentement ? C'est à cette question ouverte, et bien d'autres, que répondent les contributions réunies dans le présent ouvrage. Sur la forme, je souhaite formuler un vœu et des remerciements. Le vœu est celui selon lequel cet ouvrage ne doit pas seulement être un point d'arrivée, mais également un point de départ. Autrement dit, qu'il soit le premier d'une longue série témoignant de la qualité scientifique de la recherche doctorale à l'École de droit de la Sorbonne. Les remerciements par lesquels je souhaite clore cet avant-propos ne sont pas de ceux que l'on formule par obligation ou usage. Ils témoignent de ma profonde gratitude envers tous ceux ayant permis la réalisation de ce projet. D'abord, Étienne Pateau, directeur de l'École doctorale de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a soutenu ce projet dès les origines. Ensuite, les deux codirecteurs de cet ouvrage, Louise Faure et Jean-Baptiste Guillonnet, que j'ai eu grand plaisir à accompagner dans la réalisation de ce projet. Enfin, les différents contributeurs de cet ouvrage, en particulier nos éminents collègues Maryse Deguergue et Étienne Picard, dont les analyses ont permis de montrer tout l'intérêt de s'interroger sur les relations entre consentement et droit public. Introduction. Louise Faure et Jean-Baptiste Guillonnet. Attaché temporaire d'enseignement et de recherche en droit public, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cet ouvrage est issu d'une journée d'études qui s'est tenue le mardi 22 septembre 2020 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle fait suite à un appel à projet, lancé par le département de droit public de l'école doctorale de l'École de droit de la Sorbonne, et réunissant des doctorants et des enseignants-chercheurs autour d'une thématique transversale, celle des rapports entre le droit public et le consentement. Les recherches menées ont tenté d'appréhender cette idée, si fréquemment mobilisée dans le débat public actuel, pour essayer d'en saisir des logiques et dynamiques propres au droit public. Nous remercions les éditions L'Harmattan d'offrir un support écrit à ces réflexions. Nous remercions par ailleurs vivement l'ensemble de l'école doctorale de droit pour son soutien humain, matériel et financier, sans lequel ce projet n'aurait pu voir le jour, et plus particulièrement le professeur Olivier Renaudy dont l'aide constante a été tout au long de notre démarche précieuse. Le consentement se définit par rapport à la volonté. Il en est le produit, la manifestation et l'expression puisqu'il désigne l'action d'accepter, de donner son accord à une action extérieure. Comme le démontre Maxence Christel, le consentement relève de l'ordre de l'intime, du psychologique. Il est propre à la personne qui seule peut connaître les désirs, les aspirations, les craintes et les réticences qui forment sa volonté. Il s'agit d'un attribut de la personne humaine. L'existence et le respect du consentement de chacun sont des questions aujourd'hui cruciales afin d'appréhender et d'organiser les rapports entre individus. L'idée de consentement a indéniablement été réceptionnée par le droit, instrument de régulation des rapports sociaux. Sa place structurante en droit privé témoigne de l'ambition de sauvegarder la volonté de chacun. La théorie de l'autonomie de la volonté fonde le droit des obligations, mais le consentement traverse également le droit pénal, le droit des incapacités ou encore le droit des personnes. Cependant, recevoir n'est pas concevoir. Le droit a fait du consentement un objet juridique, mais l'a-t-il pour autant érigé en notion juridique ? Le droit privé nous offre une première définition juridique du consentement sous le prisme du droit des obligations. Le consentement désigne alors la manifestation d'une volonté exprimée en vue de produire des effets de droit. Le rappel de la place et de la définition du consentement en droit privé ne manque pas de nous interroger sur la relation qu'il peut exister entre le droit public et le consentement. Le droit public reçoit-il tout autant l'idée de consentement ? La conçoit-elle de la même manière ?
La journée d'étude qui s'est tenue le 22 septembre 2020 est née de ces deux interrogations. La subjectivité fondamentale du consentement pose des difficultés spécifiques en droit public, qui se révèlent à mesure que l'on tente de définir la matière. Une conception organique considère tout d'abord le droit public comme le droit de l'État. En ce sens, il s'agit de l'ensemble des normes qui régissent des personnes juridiques particulières, les personnes morales de droit public. Dans leur relation avec les autres sujets de droit, le droit public se distingue alors du droit privé en ce qu'il prend pour objet des organisations politiques et administratives incarnées par des personnes morales plutôt que par des individus. Le droit public est à cet égard un droit en partie objectif. Or le consentement est avant tout un attribut de la personne humaine rendant compte de sa subjectivité. Dès lors, comment recevoir une idée aussi subjective que celle du consentement au regard de la dimension objective du droit public ? Le droit public est ensuite, suivant une conception matérielle, un ensemble de normes exorbitant du droit commun. Parce qu'il est le droit de personnes particulières, poursuivant des fins spécifiques, le droit public est le droit de l'unilatéralité, de l'hétéronomie normative. Là où la relation de droit privé s'épanouit dans le contrat, l'acte unilatéral est la modalité principale de réalisation de l'action publique. Or, l'acte unilatéral est celui édicté indépendamment du consentement de son ou de ses destinataires. Suivant ces deux premières esquisses de définition, le droit public semble accorder une place marginale au consentement. À tout le moins, il entretient avec l'idée de consentement un rapport singulier. La construction du droit administratif français illustre dans une certaine mesure la confrontation de la spécificité du droit public avec la subjectivité du consentement, que l'on pense par exemple aux débats doctrinaux historiques relatifs à la possibilité pour une personne publique de manifester une volonté, ou à ceux portant sur l'impossible reconnaissance d'un contrat d'adhésion entre l'usager et le service public au motif que le premier ne consentirait par principe à rien. Aujourd'hui cependant, le consentement a toute sa place dans le champ du droit public. Tout au plus reste-t-il par rapport au droit privé une différence d'esprit, seule de nature à expliquer la rareté des travaux portant sur la notion de consentement dans ce champ disciplinaire. Aussi, à rebours de l'intuition première selon laquelle le consentement serait étranger à la matière, un bref panorama nous permet de constater qu'il se manifeste de manière diffuse dans les différentes branches du droit public. Les personnes publiques, dans différents cadres et situations, consentent. Elles consentent, en premier lieu, dans le cadre de leurs relations avec d'autres personnes publiques. En tant qu'État souverain, l'État ne peut être contraint. Son consentement est par principe, au fondement des relations de droit qu'il forme avec d'autres États. Le consentement est alors au centre du droit international public. De la même manière, les collectivités territoriales sont susceptibles d'exprimer leur consentement, tantôt avec l'État, tantôt avec d'autres collectivités. La multiplication des approches concertées, fondées sur la recherche de l'acceptation des collectivités pour la mise en œuvre des réformes et des politiques publiques, révèle la place toujours plus grande qui semble être accordée à ce consentement. Elles consentent, en second lieu, avec des personnes privées, à travers des contrats de droit privé ou de droit administratif. L'encadrement des conditions d'expression du consentement est, à ce titre, devenu un enjeu majeur dans le cadre d'une contractualisation croissante de l'action publique. Cette seconde hypothèse montre que le consentement en droit public se manifeste également à travers celui de la personne privée, quelles que soient les figures dans lesquelles elle s'incarne, qu'il s'agisse de celle du citoyen, du contribuable, de l'usager, ou encore du cocontractant de l'administration. Les théories philosophiques du contrat social ont irrigué la conception du rapport entre le citoyen, la démocratie et la souveraineté. Le consentement, plus ou moins fictionnel, servirait à la fois de fondement du gouvernement et de modalité d'expression de la volonté des citoyens. La recherche du consentement, manifestation l'adhésion des citoyens à un projet politique, est alors à la source de certains mécanismes constitutionnels aujourd'hui renouvelés, à l'image du référendum. Le consentement du contribuable est également recherché. Proclamé à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le consentement à l'impôt est au fondement du droit budgétaire contemporain. Pourtant,
Il existe indéniablement un décalage entre la consécration constitutionnelle du consentement de l'impôt, aujourd'hui permis par le vote annuel de la loi de finances par le Parlement, et la réalité de l'acceptation par les contribuables, du montant et de l'organisation des prélèvements obligatoires. L'ensemble des phénomènes de résistance à l'impôt, tels que l'évasion ou l'optimisation fiscale ou encore les manifestations récentes contre certains dispositifs fiscaux tels que l'écotaxe, peuvent alors être analysés comme les illustrations d'une érosion du consentement à leur situation fiscale. Le principe juridique de consentement à l'impôt n'est pour autant pas remis en cause. En droit administratif, enfin, le règne de l'unilatéralité et du privilège du préalable n'est pas total. Il faut, outre la place croissante du contrat comme mode de réalisation de la fonction administrative, observer l'essor de la démocratie administrative et de la citoyenneté administrative. Depuis une vingtaine d'années, le couple citoyen-administration se substitue ainsi, dans une certaine mesure, au couple usager-administration. Ces différentes manifestations montrent que l'idée de consentement traverse le droit public. La construction d'une réflexion sur les rapports entre la notion et le champ d'étude s'est alors articulée autour d'une interrogation principale, et qui a dicté l'organisation de cette journée. Les manifestations du consentement en droit public révèlent-elles une prise en compte spécifique de la notion de consentement, voire une construction conceptuelle autonome ? Notre interrogation fondamentale repose sur un présupposé, qui est en réalité une question sous-jacente et préliminaire. Est-il possible d'envisager en droit une notion juridique, unitaire et cohérente de consentement ? C'est en des termes similaires que s'interroge le professeur Étienne Picard, qui nous a fait l'honneur d'introduire cette journée. L'ensemble des interventions lors de cette journée ont montré que la question d'une conception unitaire du consentement en droit n'appelait aucune réponse évidente, voire qu'elle était une démarche potentiellement vouée à l'échec. Le consentement est fondamentalement subjectif. De l'ordre du psychologique, de l'intime, il apparaît en quelque sorte insaisissable par le droit lequel se limite à l'accueillir en tant que phénomène, mais n'en livre finalement aucun concept opératoire clair. Le droit public traduit-il par ailleurs une prise en compte spécifique du consentement ? La question se pose en réalité de manière différente selon la personne qui consent. D'un côté, le respect du consentement de la personne privée est susceptible d'entrer en confrontation avec certains principes du droit public, tels que l'unilatéralité et le principe du préalable. Comment la prise en compte du consentement se concilie-t-elle avec les spécificités du droit public ? Comment, aujourd'hui, le droit public organise-t-il l'expression et la protection de ce consentement ? D'un autre côté, l'existence même du consentement de la personne publique interroge. Les personnes publiques consentent-elles de la même manière que les personnes privées ? A-t-il la même importance ? S'exprime-t-il de la même manière ? Le consentement d'une personne publique se distingue-t-il de l'expression de ses compétences ? Cette summa divisio organique entre personnes publiques et personnes privées a permis de révéler au cours de la journée que le consentement de la personne publique ne se concevait pas de la même manière que celui de l'individu. Il se trouve en quelque sorte objectivé. Est-il dès lors toujours véritablement un consentement ? Les spécificités du droit public comme celle du consentement et sa difficile appréhension par le droit ont ainsi dicté le plan choisi pour l'organisation de cette journée et guidé son esprit général. Il s'est alors agi d'étudier le consentement des personnes publiques, puis celui des personnes privées. Les différentes participations à cette journée ont permis de prolonger ces orientations fondamentales, et nous remercions l'ensemble des participants à cette journée et contributeurs à cet ouvrage. Propos introductifs. Étienne Picard. Professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Relever les paradoxes d'un sujet éveille toujours l'esprit et l'incite pour commencer à s'étonner et questionner, avant de chercher bientôt à proposer les lignes de force propres à organiser ces interrogations et inspirer certaines réponses. Pour ce qui concerne les paradoxes, j'en aperçois 3, très imbriqués les uns dans les autres. Tout d'abord, le consentement, le mot comme la chose qu'il désigne, se trouve désormais omniprésent dans nombre de discours publics et privés, de type politique, social, syndical, médiatique, juridique, international, interpersonnel, intime. On ne voit guère d'actes ou d'actions saisis par le droit,
et impliquant un minimum de relations interpersonnelles ou interinstitutionnelles qui ne soient subordonnées à tel ou tel consentement, quelle qu'en soit la forme ou le fond. Le consentement est partout, politiquement ou juridiquement. En tout cas, il est constamment invoqué et réclamé mais aussi pratiqué, dans chacun des domaines qui viennent d'être mentionnés. Mais on peut avoir d'ores et déjà quelques doutes sur le point de savoir si, dans tous ces cas et procédures en cause, il s'agit toujours de consentement et non d'autre chose. En effet, le consentement n'est nulle part véritablement identifié, comme l'a fait observer au seuil de son entreprise un grand connaisseur du sujet, Maxence Christel, dans sa magnifique thèse de doctorat que j'ai eu l'insigne honneur et le vif plaisir de diriger et dont le titre surprenant est « Consentement et subjectivité juridique. Contribution à une théorie émotivo-rationnelle du droit », soutenu à Paris 1 le 18 septembre 2014. Nous aurons tout loisir cet après-midi de l'entendre s'exprimer à son tour, après d'autres intervenants, sur un aspect particulier de ce sujet concernant cette fois le droit d'asile. Le paradoxe tient donc à ce que nous parlons presque constamment et partout de consentement, sans que nous ne sachions exactement de quoi nous parlons. Il faudrait d'abord en effet une véritable définition du consentement, c'est-à-dire une proposition découlant d'une analyse puis d'une synthèse des caractéristiques essentielles de l'objet dont s'agit. La définition, qu'il importe ici de définir par souci de rigueur réflexive, est un énoncé qui, tout en étant court, clair et précis et exempt de contradictions, Larousse, permet d'identifier cet objet quelle que soit la diversité des formes dans lesquelles il se présente. La définition sublime l'objet pour l'élever au statut de concept. Elle part du réel pratique qui s'impose le plus immédiatement à la vue, pour s'en abstraire peu à peu, mais sans jamais cesser de le considérer afin de pouvoir toujours vérifier le bien fondé de la définition en voie d'élaboration avant d'être formellement proposée. Mais elle doit tenir à distance ce réel pratique pour ne pas dévoyer sa propre démarche. La définition a pour intention et pour objet immédiat d'extraire l'objet de sa gangue où ses traits spécifiques se dissimulent à l'observation. Elle tente à purifier l'objet de ces détails non significatifs ni nécessaires pour en appréhender ce faisant toute l'essence, mais rien que l'essence. Tandis que la simple illustration par l'exemple, qui consiste à dire « ceci est un consentement, cela n'en est pas », demeure dans l'ordre empirique de l'expérience concrète des choses, sans nous rendre aptes par elle-même à reconnaître d'autres exemplaires particuliers du même objet, tant que le travail d'abstraction et de généralisation n'est pas fait, laissant à l'esprit le seul secours de l'intuition, de l'apparence, de la comparaison qui cependant peuvent aussi conduire peu à peu au concept. Au mieux, nous pourrions avoir des critères de reconnaissance du consentement, mais nous n'en disposons pas qui pourraient être universels, de sorte que dans nos esprits, le consentement ne correspond au mieux qu'à une notion au contour et au contenu imparfaitement dessiné. Or le droit en ses langages, normatifs ou descriptifs, a besoin de clarté, de netteté, de rigueur, d'intelligibilité et d'exactitude. Pourquoi n'en va-t-il pas toujours ainsi ? Cette journée d'étude pourrait ou devrait donc être l'occasion de nous mettre sur la voie de ce qu'est essentiellement le consentement. Notons, pour engager la réflexion, que cette situation paradoxale n'est pas limitée à la seule question du consentement. Nous savons tous très bien que les notions les plus importantes du droit sont plus ou moins affectées par ces incertitudes. On peut même en être à se demander si le flou ou le vague n'est pas un attribut de l'importance des objets en cause ou tout au moins un signe. En effet, qu'est-ce donc par exemple que la démocratie qui est autant l'objet d'une valeur, voire d'un sentiment, que celui d'une claire et ferme représentation juridique ? Et l'état de droit ? Et la volonté générale ? Qu'est-ce encore que la liberté en droit ? Qu'est-ce qu'un droit fondamental ? Qu'est-ce qu'un principe juridique ? Qu'est-ce que l'ordre public ? Qu'est-ce que l'intérêt général ? Plus la chose s'affirme grave et conséquente, moins il semble qu'elle se laisse saisir par notre aptitude à connaître, comprendre, expliquer, concevoir, synthétiser. Dans ces conditions, le consentement n'aurait-il pas intérêt à rester insaisissable ? Tant qu'il représente axiologiquement et sémantiquement une valeur améliorative, il pourrait, par des mesures positives complaisantes, étendre son champ d'application et admettre des procédés de consentement de plus en plus lâches ou de plus en plus tyranniques, selon que l'on veut favoriser ou flatter ceux qui ont le pouvoir de consentir ou de ne pas consentir, ou ceux qui ont besoin d'un consentement pour exercer telle ou telle activité. Faudra-t-il bientôt,
pour pouvoir regarder dans la rue telle personne ou simplement la voir, instituer pour la protéger un consentement au regard d'autrui? L'exigence quasi universelle du consentement est-elle donc une si bonne chose, surtout lorsque l'on ne sait pas exactement ce que cette chose exige précisément? Et le deuxième paradoxe que porte dans ses flancs cette notion de consentement, si importante en pratique comme en dogmatique juridique ou en sciences du droit, et si difficile à définir dans sa généralité, tient à ce qu'il se présente sous deux modes d'être, celui de son existence en tant qu'objet général et synthétique de pensée et de normes juridiques, et celui de ses exigences toujours particulières à chacun des domaines où il s'impose. On doit se demander ici quels sont les rapports entre ces deux modes d'être du consentement. Le consentement constitue-t-il une seule et même notion, correspondant à un concept global, unique, mais capable de rendre compte de toutes les formes particulières de consentement très nombreuses et diverses? Ou bien ces formes particulières seraient-elles si spécifiques à chacune des situations où l'on serait tenté de les voir, que l'on ne puisse être en mesure de les réduire à l'unité? Car aussi bien, quel rapport autre que verbal peut-il y avoir entre, par exemple, le consentement à l'impôt et le consentement aux relations intimes? Des esprits malins pourraient suggérer qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux sortes de consentement. Et de fait, le droit positif et son vocabulaire offrent une multitude de notions et de pratiques dont la comparaison pourrait et devrait amener au concept unifiant, si c'est là la vérité de la chose, qui cependant ne s'impose pas d'elle-même. Ainsi, il serait intéressant que ce colloque convoque à l'occasion pour interrogation toutes ces autres notions que sont par exemple l'acquiescement, l'acceptation, l'admission, l'agrément, l'assentiment, la ratification, l'approbation, l'accord, qui toutes ont leur place respective en droit positif. Notons que cette liste pourrait se voir complétée par toutes les formules un peu alambiquées dont le langage administratif a le génie, comme par exemple l'absence d'opposition à déclaration préalable, applicable en matière de travaux immobiliers. Mais la question demeure. Constituent-elles des notions autonomes par rapport au consentement en général, ou bien sont-elles des incarnations particulières d'un concept général de consentement? La question ici pertinente est de savoir en quoi ces formes particulières se différencient-elles du consentement en général, ou en quoi s'en rapprochent-elles. Ces notions multiples constituent-elles autant de formes ou d'illustrations particulières du consentement en général, ou s'en séparent-elles comme des dérivés? Sont-elles toutes de la même famille juridique? Ou se caractérisent-elles par autant d'ADN spécifiques? Sans pouvoir ici se poser toutes ces questions relativement à chacune des procédures citées plus haut, on peut relever quelques traits au moins qui paraissent spécifier le consentement par rapport à toutes ces autres formes d'accord, au demeurant bien différentes les unes des autres. Il semble qu'il y ait dans le consentement comme une sorte de bienveillance, de la part de celui qui consent, une sorte de libre renoncement à exercer un droit ou une faculté, dès lors qu'il pourrait ne pas renoncer. Il semble également qu'il y ait corollairement et pour la même raison, une forme de don ou d'abandon de la cette possibilité d'une prérogative, et cela au profit d'un tiers qui n'a sans doute pas un droit au consentement. De fait, l'autorisation, pour ne sélectionner que cette procédure de la liste présentée plus haut, ne procède pas de la même situation que celle donnant lieu à une procédure de consentement. L'autorisation est prise par une autorité qui n'abandonne aucun droit en donnant cette permission, et encore moins ses droits, surtout si c'est la puissance publique qui autorise, celle-ci en autorisant, ne consent à aucun don. L'autorité exerce simplement une compétence et un pouvoir définis objectivement par les termes de l'habilitation à agir. L'autorité compétente ne renonce à rien en délivrant cette autorisation, au contraire. Les relations entre cette autorité et celui qui reçoit l'autorisation se trouvent entièrement objectivées par l'acte en question, lequel ne fait naître aucune relation de droit subjectif entre l'auteur de l'autorisation et celui qui l'a sollicité et l'a obtenue. Tout cela explique que l'autorisation soit plus ou moins réglementée quant aux conditions de son octroi ou l'obligation de son refus. On peut penser ici à l'exemple du permis de construire, dont les conditions sont particulièrement strictes et nombreuses, alors que le consentement est essentiellement libre tant qu'aucune norme ne conditionne sa validité, en dehors de celle qui assure sa réalité. Le consentement doit par essence être libre, c'est-à-dire non contraint, obtenu non par violence ni par surprise ni par fraude, mais par exercice de la droite raison et d'une conscience convenablement éclairée. À la différence de l'autorisation,
le consentement se montre plus gratuit, mais ne l'est plus toujours que ne l'est l'autorisation administrative, laquelle l'est de moins en moins car il y a toujours plus à financer. Le consentement n'est généralement pas normé par la puissance publique, du moins en général. Il est plus libre, plus confié à des données subjectives, autant pour l'exercer que pour le supporter. Les motivo-rationnels s'observent ici sous diverses apparences. Par exemple en cas de travaux, publics ou privés, susceptibles de gêner les usagers d'une voie, le maître d'œuvre les remercie pour leur compréhension, formule répétée à satiété sur toutes les pancartes délimitant ces chantiers, même lorsqu'il n'y a rien à comprendre, mais seulement à subir et à excuser éventuellement. L'activité se place alors sous la dépendance de ceux qui veulent bien tolérer ou consentir aimablement à la nécessité de ces travaux, et de la gêne qu'ils occasionnent. Alors la notion de consentement se charge d'une dimension psychologique et affective, que l'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres formes évoquées. La grande diversité de ces mots et la spécificité des domaines très particuliers où on les rencontre, semblent encourager des opinions disjonctives, vu la difficulté à opérer cette réduction unifiante. On serait donc contraint, en acceptant cette défaite, à parler non plus du consentement, mais des consentements en droit public, comme le fait souvent la pensée qui échoue à se représenter le général abstrait en se laissant dominer par la saisie du particulier concret, laquelle n'appréhende que la pluralité et la singularité factuelle de chaque apparition de l'objet, mais non leur point commun essentiel. Car il est plus facile d'analyser que de synthétiser, plus commun d'appliquer que de transcender, moins risqué de déduire que d'induire. Le champ assigné à la réflexion est donc vaste, mais notre colloque doit s'y engouffrer avec circonspection. C'est le troisième paradoxe du sujet tient au fait que le consentement, au sens le plus général du terme, n'est pas souvent étudié en tant que tel. En sorte que si notre colloque contribue sans doute à développer cette profusion de l'usage, il s'oblige à se démarquer de cette pénurie de la pensée. Quelle peut donc être la cause, la raison ou le sens de cette rareté ? Souvent, lorsque l'on propose un sujet de thèse ou de colloque, on s'entend répondre, pour justifier une réticence ou un refus de le retenir, que ce n'est pas un bon sujet au motif qu'il n'y a pas beaucoup de littérature juridique consacrée à son propos. Cet argument n'est pas admissible, car on ne saurait imaginer que la rareté doctrinale soit la cause d'elle-même. Ce n'est pas parce qu'il y a peu d'écrits sur le consentement en général, mais beaucoup sur les formes spécifiques de diverses sortes de consentement, qu'il faut renoncer à y réfléchir sur ce plan général, tout au contraire. Les organisateurs du présent colloque doivent être loués d'avoir pris justement le contre-pied de cette tentation regrettable. On ne saurait non plus se réfugier devant la difficulté de la tâche. Ce n'est pas parce qu'un sujet s'avère ardu que cela justifierait que l'on ne l'examine pas, tout au contraire également. Ce n'est pas à l'objet étudié de se montrer facile d'accès, c'est à la pensée qui le saisit de diffuser sa lumière. Qu'est-ce qui gêne donc la réflexion et semble-t-il la décourage ? Ce ne peut être non plus l'ancienneté du sujet, et de ces questions demeurées sans réponse. Car cette situation devrait plutôt aiguillonner l'esprit. Pourquoi, en dépit de son ancienneté, le sujet reste-t-il sans véritable réponse générale et commune ? Que lui manque-t-il pour accéder, si possible, à la qualité d'un vrai concept ? Autant de questions que chaque exposé rencontrera sûrement, et cherchera probablement à résoudre. 2. Ces premières considérations nous conduisent à entrer davantage dans le sujet, en formulant maintenant de façon plus spécifique les interrogations qu'il suscite. Cela devrait permettre de dégager quelques lignes de force de la réflexion à laquelle il nous invite. Là encore, j'en vois 3. Il convient tout d'abord, semble-t-il, d'identifier le problème essentiel, d'ordre épistémologique, qui affecte le consentement comme acte juridique, comme réalité factuelle ou encore comme objet de science juridique. Il importera ensuite de déceler le ou les fondements du recours au procédé du consentement, plutôt que de laisser s'exercer directement telle faculté ou tel droit, sans l'obliger à devoir se soumettre à cette procédure. Enfin, on devrait pouvoir esquisser ainsi les règles des grands chapitres du droit du consentement, en tant que corpus normatif. À tout d'abord, quel est donc, sur le plan épistémologique, le problème fondamental du consentement qui peut être saisi comme acte juridique, comme attitude réelle humaine et comme objet de réflexion générale ? Le problème fondamental du consentement considéré de la façon la plus générale possible
comme nous venons de l'appréhender, tient semble-t-il à cela que les actes ou les signes juridiques qui manifestent l'existence d'un consentement comme fait, lorsqu'ils sont nécessaires, avère incapable de refléter la réalité factuelle du consentement comme décision personnelle, affective, psychologique ou politique. Il y a comme une distance incompressible entre le signe juridique du consentement et la réalité qu'il entend établir ou prouver. Et de fait, ce n'est pas parce qu'un possible client a signé un bon de commande pour l'achat d'un objet qui lui est inutile et d'un coût exorbitant au regard de ses revenus, qu'il consent véritablement en son fort à cette commande. En tant que sujet doué de sensibilité, de bon sens, de sens moral et de raison, mais souvent faible avec ceci ou celle-ci, le sujet peut ne pas être d'accord avec lui-même qui a signé, et donc ne pas adhérer au plus profond de lui-même à cette commande qu'il a pourtant passée. Il peut très bien aussi y avoir été plus ou moins contraint par les pièges psychologiques du commerce et toutes ces formes expertes de dolus bonus. Ce n'est pas parce qu'un partenaire a consenti de facto à telle forme de rapport sexuel, qu'il a donné par avance son consentement à toutes sortes de rapports. Ce n'est pas parce qu'un salarié a signé son contrat de travail, pour la raison qu'il lui fallait impérativement un emploi et un revenu, afin que ses biens ne soient pas saisis par exemple, qu'il aurait exprimé son consentement à un salaire dérisoire ou à des horaires exorbitants. Ce n'est pas parce que le Parlement a voté l'article 1er de la loi de finances de l'année, qui autorise la perception des impôts, que les contribuables ont réellement consenti à l'impôt, qui peut s'avérer injuste, excessivement lourd, inégal, confiscatoire, et partant rejeté par la conscience des contribuables, mais non restituable. Le problème fondamental que pose l'instauration d'un régime de consentement tient donc à cela que le droit est bien tenu d'imaginer des signes juridiques, quelquefois compliqués ou lourds à mettre en œuvre, pour attester la réalité de ce consentement en tant que disposition d'esprit, alors qu'il se peut que cette réalité se dérobe à toute preuve ou vérification. Le droit est bien tenu de se constituer les moyens propres à établir la réalité d'un consentement, mais aussi il est forcé dans une certaine mesure, de se contenter de signes supposant la réalité d'un consentement, sans avoir les moyens d'introspection propres à en vérifier l'existence raisonnée, sensée, éclairée, limpide dans sa portée, sûre d'elle-même et définitive, alors que le consentement donné peut l'être à contre-cœur, affecté d'arrière-pensée, restreint par telles données non exposées, évolutif et même fin pour éviter tout ennui. L'expression du consentement et la nécessité de son existence peuvent être impératives en droit, par exemple pour le mariage dont on ne peut admettre qu'il s'opère sans consentement, mais est-il toujours complet, sans condition ni sans peur dans le cœur des promis ? La réalité profonde de tout consentement s'avère rétive à toute démonstration factuelle et donc à toute certitude. C'est probablement pour cette raison que le droit imagine tous ces signes du consentement, pour tenter de les rendre adéquats aux réalités en cause, et sans que cette vaste pluralité anéantisse l'unité de toutes les formes de consentement, néanmoins sujettes à caution. B. Il reste à se demander, et c'est la deuxième question fondamentale, quel peut être justement le fondement ou la justification de l'exigence, dans un certain nombre de cas, d'un régime de consentement. Là encore, la réalité des faits conduit à reconnaître diverses situations, plus ou moins opposées, qui affectent quelque peu l'unité de la catégorie juridique du consentement si elle existe. L'instauration d'un système de consentement présente en effet deux sens juridiques bien différents, selon la façon dont on l'observe et surtout selon les différents points de vue des sujets impliqués dans cette procédure. Il peut correspondre à une prérogative, du point de vue de celui qui est appelé à consentir et qui peut donc ne pas consentir afin de préserver ses droits ou intérêts.
À l'inverse, il est une sujétion pour celui qui est obligé d'obtenir un consentement pour pouvoir exercer telle activité ou tel droit, ou poser tel acte. Dans chacun des deux cas, ce sont pourtant les mêmes corpus de règles qui s'appliquent. Mais selon l'angle d'observation, elles n'ont pas du tout le même sens ni le même fondement. Si l'on raisonne plus politiquement que juridiquement, il est clair que le consentement des plus forts ou des plus puissants matériellement peut être imposé par ces derniers dans les cas où les plus faibles voudraient exercer telle activité ou obtenir tel statut. Ainsi, le consentement du dominus s'impose pour que le servus puisse se marier. Il est également indispensable pour que les habitants d'une terre seigneuriale puissent se constituer en commune. Dans chacun des deux derniers cas, mariage et commune, ce sont des procédures de consentement spécifiques qui s'appliquent, mais leur esprit est le même. En revanche, dans d'autres configurations, c'est le plus faible qui, ayant besoin d'une protection, doit donner son consentement pour que le plus fort puisse exercer telle activité ou prendre telle décision. Par exemple, le particulier consommateur, qui représente la partie faible, doit donner son accord à un devis proposé par le professionnel, partie forte, pour que ce dernier puisse commencer à réaliser tels travaux immobiliers. Mais alors se forme finalement un contrat, forme qui est peut-être exclusive du consentement, lequel est en principe unilatéral, sauf exception. Et on observe aussi que dans la première configuration, c'est la même autorité qui institue la procédure de consentement et qui est compétente pour donner son consentement ou le refuser, tandis que dans la seconde configuration, celle du devis pour travaux soumis à consentement, l'organe qui instaure la procédure de consentement et celui qui l'applique en donnant ou refusant son consentement ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi le sens et le fondement du consentement changent alors assez radicalement d'une configuration à l'autre. Il s'agit toujours du même type d'acte unilatéral qui se dédouble intellectuellement en negotium et en instrumentum, et qui consiste à exprimer un accord, plus ou moins formellement, ou à le refuser. Mais cet acte et l'accord qu'il suppose dans les deux configurations s'avèrent bien différents selon chacune. Dans la première configuration, lorsque le puissant impose la nécessité de cette procédure de consentement, l'acte qu'il incarne concrétise juridiquement une prééminence factuelle. Celui qui le délivre et qui a su imposer le caractère juridiquement obligatoire de la demande de consentement exerce une sorte de prérogative plus ou moins auto-octroyée. Or, cela augmente effectivement sa puissance de manière éventuellement arbitraire ou discriminatoire lorsqu'il n'y a pas d'autres règles conditionnant l'octroi ou le refus du consentement, ce qui paraît la situation la plus fréquente. Dans la seconde configuration, l'assujettissement du demandeur à la procédure du consentement se fonde bien là aussi sur une inégalité institutionnelle des parties en cause. Le demandeur reste un gouverné et n'accède pas à la qualité de gouvernant qui a décidé d'instaurer cette procédure, mais au moins est-ce légalement qu'il en est ainsi, tandis que le titulaire du droit de consentir ou non s'affirme comme un vrai pouvoir à l'égard de tous ceux en situation de solliciteur. Mais cette inégalité n'est plus destinée à amplifier le pouvoir du plus fort. Elle ne procède pas de cette intention, mais plutôt de la volonté de garantir des droits, ceux de là où des personnes qui sont invitées à consentir et qui peuvent refuser leur consentement s'ils estiment que leurs droits ou leurs intérêts seraient, sinon exposés. Le fondement de leur décision est alors leur liberté et non leur volonté d'imposer un pouvoir. Par ailleurs, dans le cas de figure envisagé ici, si l'exigence du consentement est soumise au droit, elle vaut de manière égale pour tous les cas analogues. L'imposition d'une procédure de consentement et la décision même de consentir ou de ne pas consentir se voient dans cette seconde configuration, conditionnées par des données légales objectives qu'impose l'état de droit. L'égale liberté des uns comme des autres solliciteurs s'offre comme un fondement du recours à cette procédure. Et si le fait de devoir solliciter un consentement rend dépendant, le bénéficiaire du consentement peut aussi trouver son intérêt dans le fait que son titre est alors fondé sur un acte juridique tiers. Et puis ses alter ego s'y trouvent eux aussi assujettis, ce qui doit assurer une égalité. L'octroi d'un consentement peut aussi protéger le demandeur lui-même, surtout lorsque le consentement est réciproque, en matière contractuelle notamment, mais s'agit-il encore de consentement et non pas d'un accord ? Mais le consentement peut être réciproque en dehors de tout contrat, par exemple lorsqu'un propriétaire consent à ce que l'arbre du voisin lui fasse de l'ombre, à titre de réciprocité pour un autre arbre propriété du premier. De même,
L'incapable subit certes une tutelle, mais il jouit en revanche d'une sécurité du fait de l'appréciation par un juge de ce qui est bon ou non pour lui. On peut ainsi observer, dans l'histoire, une évolution des fondements possibles de l'exigence d'une procédure de consentement, en suivant la façon dont chaque époque la conçoit et la pratique. Dans une société structurée de manière inégalitaire, et donc autoritairement organisée et régulée, le consentement est à la fois le signe et l'outil, l'un des signes et l'un des outils en tout cas, de la supériorité des uns, les gouvernants, et de la dépendance des autres, les sujets. Dans une société plus égalitaire, mais individualiste et plus libérale, l'exigence du consentement s'étend à toute activité susceptible d'affecter tant soit peu le nouvel ordre des règles de droit, qu'elles reconnaissent des droits ou bien qu'elles posent des obligations. Dans une société plus sociale et donc plus égalitariste, l'exigence d'un consentement par la puissance publique ou par des tiers est de plus en plus pesante, mais aussi plus libératrice pour le demandeur du consentement s'il l'obtient, lequel peut se voir ainsi protégé contre ces tiers, contre l'administration ou contre lui-même. Mais l'on peut se demander si ce régime n'a pas lui-même pour effet, ici ou là, de contribuer à établir une certaine déresponsabilisation tant le demandeur se trouve encadré dans sa liberté, tout en désirant cet encadrement. Toutes ces données rendent plus aisée la conception de toutes les modalités, si diverses, selon lesquelles la nécessité d'une procédure de consentement et les modalités de celui-ci comme les conditions de son éventuel refus peuvent être imposées. C'est pour clore cette présentation générale du consentement, et introduire très sommairement à l'examen des diverses règles de droit qui gouvernent son expression, en réalité très nombreuses et souvent fort complexes. On peut ainsi proposer une grille générale des questions de droit que pose l'institution puis la mise en œuvre d'un régime de consentement. La grille évoquée à l'instant permettrait, si elle était plus ou mieux élaborée, de poser et de classer les questions pertinentes relatives au régime juridique du consentement, à défaut d'y répondre sur le champ, fonction qui revient naturellement aux autres exposés de la journée, même si certaines réponses se trouvent ici esquissées. Si l'on distingue les diverses phases d'institution et de mise en œuvre d'une procédure de consentement, il semble bien que les questions suivantes s'imposent à qui entend faire une présentation des règles de droit d'un tel dispositif. À quel ordre juridique appartiennent les règles de droit, posant le principe de la nécessité d'un consentement? Contrairement à l'attente intuitive que l'on peut en avoir, le premier corps de règles qui pose un principe de consentement en tel ou tel domaine ne relève pas du droit interne, mais du droit international public, qui sera envisagé au moins par l'un des intervenants de ce matin. En effet, l'un des principes majeurs de ce corpus de règles est celui du libre consentement de l'État à être lié par ses normes de droit international. On notera que les traités offrent une double occasion de consentement, avec le consentement de l'État à être lié, et le consentement du Parlement à ratifier. Si le temps n'avait pas été compté, on aurait pu aussi réserver quelques développements au droit de l'Union européenne, qui comporte nombre de cas dans lesquels le consentement des États membres est requis par les traités pour l'édiction de telle ou telle norme. Mais dans la pratique institutionnelle, le consentement y est aussi souvent présumé, ce qui éclaire l'esprit de l'institution. En droit interne, la question première est de savoir quelle est l'autorité compétente pour instituer un régime de consentement et, le cas échéant, la réglementer. D'autres questions se rattachent à celle-ci. Peut-il y avoir un consentement collectif en toute matière, ou seulement en certaines? Puisque s'il existe bien par exemple un consentement spécifique à l'impôt, pourquoi n'y en a-t-il pas pour les obligations pénales par exemple? Quelle est l'autorité normative habilitée à instituer ou réglementer la procédure de consentement et à poser les conditions éventuellement nécessaires à son octroi ou à son refus? Encore une fois, pourrait-on avoir un droit à l'obtention d'un consentement? En ce cas, cette procédure aurait-elle un sens? Il ne semble pas exister de règle unique et simple, répondant à toutes ces questions. Cette situation s'explique par cela que ce n'est pas exactement le fait de l'institution d'une procédure de consentement qui détermine l'autorité compétente pour l'instituer, mais bien davantage la matière sur laquelle elle porte. Le constituant peut donc être lui-même l'autorité compétente pour instituer un tel régime, lorsqu'il s'agit de régler une matière constitutionnelle. Ainsi, le libre consentement à l'impôt proclamé à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
est devenue une matière constitutionnelle lorsque cette déclaration a été formellement incorporée à la Constitution, le 16 juillet 1971. De même, constitue une matière constitutionnelle, selon l'article 53 de la Constitution, les cessions, échanges ou adjonctions de territoire de la République qui ne sauraient être valables sans le consentement des populations intéressées. L'article 72A4 détermine lui aussi une matière constitutionnelle lorsqu'il dispose qu'aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72A3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans le consentement des électeurs. Cela ne signifie pas que toutes les normes relatives à la façon dont ce consentement est organisé doivent être constitutionnelles, mais que seul le principe de ce consentement relève d'une norme constitutionnelle lorsque sa matière est déjà constitutionnelle, tandis que ses modalités procédurales relèvent de la compétence du législateur. Ce dernier, pour instaurer lui-même un régime de consentement, trouve un titre constitutionnel de compétence dans d'autres dispositions constitutionnelles, tout particulièrement celle de l'article 34, qui attribue compétence au législateur à l'effet de fixer les règles posées notamment pour les garanties fondamentales des libertés publiques, l'indépendance des médias, la nationalité, la procédure pénale, l'état des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, les impôts de toute nature, puis sur tous les principes fondamentaux des autres matières que mentionne cet article, notamment la propriété, les droits réels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.